Chers téléspectateurs, on arrive à notre débat principal d'aujourd'hui qui sera centré sur les nouvelles découvertes archéologiques pharaoniques qui ont eu lieu récemment en Haute-Égypte, mais également du musée de l'art islamique qui a été rouvert par le président Abdel Fattah el-Sisi hier après sa restauration. Et pour mieux parler de cela, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Maged Ghoufran qui est guide touristique. Bonjour. Bonjour. Alors, si premièrement on parle du musée de l'art islamique, de sa restauration après l'attentat de 2014, parlez-nous des nouveautés dans ce musée, ce grand musée de l'art islamique. Alors, d'abord, je profite de l'occasion que vous m'accueillez aujourd'hui pour souhaiter à toute la communauté orthodoxe d'Égypte une très joyeuse fête de l'Épiphanie qui fête aujourd'hui. Et selon la tradition, ils vont manger du OLS, les topinambours, et de la canne à sucre. Ça, c'est la tradition. Bon, passons au musée d'art islamique. Alors, il faut savoir que l'histoire de ce musée est très intéressante. En fait, elle a commencé, l'idée de fondation d'un musée d'art islamique, presque contemporainement à l'idée de fondation du musée du Caire. Oui. L'instigateur de la fondation du musée du Caire avait été M. Auguste Mariette, d'accord. Après, il aura réalisé son premier rêve qui était le petit musée de Boulak, et après, mais ça sera après son décès que sera inauguré le musée du Caire en 1902. Mais c'est à peu près à la même époque, dans les années 1860, que va naître l'idée de fondation d'un musée d'art islamique. Et l'idée va germer et va commencer à se concrétiser à peine vers 1880. Et 3 ans après, en 1883, va être consacré un emplacement dans l'enceinte de la mosquée El Hakim, qui est dans la rue El Mourez, à côté de Bab el-Fetour, pour y exposer déjà les premières collections d'art islamique. Mais c'était juste un musée, on peut dire, à ciel ouvert, et juste pour y exposer quelques... C'était dans le but de commencer à préserver un petit peu les antiquités, qu'elles soient aussi bien égyptiennes anciennes que coptes, que islamiques, du danger que constituaient à l'époque les aventuriers qui venaient en Égypte, fouiller, retrouver des choses, les récupérer pour eux-mêmes. Il n'y avait aucune réglementation, aucune surveillance, et les écouler dans les marchés européens. Donc, ça va être le noyau, si vous voulez. Et en 1887, va débuter la construction du musée d'art islamique, celui qui est à Bab el-Khal actuellement, donc, et qui sera inauguré à peine un an après le musée du Caire. Il sera inauguré en 1903. Et déjà, le bâtiment, de par sa façade, son architecture, est déjà superbe. Superbe, à part les collections. Alors, les collections, il y aura 3 sources pour constituer les collections du musée d'art islamique. D'abord, des donations, d'accord, des acquisitions, c'est-à-dire des objets achetés à des musées à l'étranger ou négociés. Et troisième chose, et qui est peut-être la source la plus importante, qui étaient les fouilles exécutées en Égypte. Et alors, au début, par exemple, on mettait tout ensemble. Mais il y a eu un partage alors, par le musée d'art islamique, le musée d'art copte et le musée du Caire réservé à l'époque égyptienne ancienne. Donc tout ce qui concerne, toutes les découvertes sur donc, plus d'un siècle de fouilles concernant l'art islamique a été orienté vers ce musée et qu'on peut considérer aujourd'hui comme être le musée le plus riche au niveau de ses collections d'art islamique au monde. Il avait été fermé pendant une quinzaine d'années pour des travaux de réaménagement, de restauration. Et si mes souvenirs sont bons, il avait été réinauguré, je crois que c'était en 2012. Et j'ai eu l'occasion de le visiter en 2013, pas tout seul, parce que bien sûr à l'époque il n'y avait pas déjà de touristes. Et il était superbe. Je l'avais visité avant, dans son ancien état et dans son nouvel état. Mais malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Il y a eu ce malencontreux attentat de janvier 2014 contre la direction des forces de police du Caire, qui est juste en face du musée. Et la voiture piégée, quand elle a explosé, a endommagé non seulement le bâtiment qui était la cible de la police, mais a endommagé également le musée d'art islamique. Et presque 3 ans, jour pour jour plus tard, hier, le président Sisi l'a inauguré et nous souhaitons alors que son avenir soit
plus florissant que ce qui n'a été pendant sa première réouverture. Alors, on a vu que le bâtiment il a été rénové et qu'il est peut-être amélioré, mais ce qui compte le plus sont les pièces qui ont été certainement touchées par cet attentat. Est-ce qu'on a des nouvelles concernant ces pièces qui ont été endommagées durant l'attentat? Alors, il faut savoir que la façade du musée est en face de la direction de la police du Caire. Donc, c'est cette façade-là, pas les trois autres, sur les trois autres orientations, et les premières salles à l'arrière de cette façade qui avaient été touchées. Et on avait parlé à l'époque que les objets exposés dans ces salles avaient été endommagés. Alors, je suppose... malheureusement, le président Sisi ne m'a pas invité hier pour l'inauguration. Donc, je suppose qu'il y a eu une restauration rigoureuse qui a été effectuée. Peut-être, parce que vous savez, des fois, les restaurations durent très longtemps. Oui, peut-être que certains des objets qui ont été atteints ce jour-là sont encore en cours de restauration. Certainement. Donc, il faudra peut-être attendre un certain temps pour faire le bilan de ce qui a été, peut-être malheureusement, complètement perdu, et ce qui a pu plus ou moins être restauré. Quoi. Monsieur Maghetti, on parle de la valeur de l'inauguration de ce musée par le président de la République. Ça reflète quoi sur... Bien sûr, ça reflète l'intérêt de l'État, essentiellement pour notre patrimoine, parce que ça c'est le patrimoine de l'Égypte entière. N'importe quel musée, qu'il soit d'art copte, d'art islamique, d'Égypte ancienne, même les musées locaux, etc. Tout ça, c'est notre patrimoine qui est exposé là-dedans. Alors bien sûr, par l'inauguration du président Sisi en personne, ça marque l'intérêt de l'État, représenté par sa personne, en tout ce qui concerne notre patrimoine. Peut-être également, il y a eu une volonté de sa part de jeter un petit peu un spot médiatique sur ce musée en général, en particulier, mais sur l'ensemble de l'Égypte en général au niveau, entre guillemets, touristique. Je pense que ce sont les deux motivations qui ont incité le président Sisi de faire le choix d'être présent lui-même à la réinauguration du musée d'art islamique. Là, d'abord, il y a bien sûr un troisième aspect, je vais tout de suite l'aborder, mais je vous dis, le premier, je pense, c'est l'intérêt de l'État à la préservation de notre patrimoine. Deuxièmement, peut-être un halo international par sa présence à lui-même. Et troisièmement, et ça c'est un autre symbole, que le terrorisme n'aura pas gagné. Ce qu'il aura essayé d'endommager ou ce qu'il aura endommagé indirectement, eh bien, on l'a refait et vous pouvez toujours courir, vous n'y arriverez pas, on sera toujours là pour reconstruire ce que vous détruisez. C'était le même message envoyé par la restauration de l'église de Saint-Pierre et Saint-Paul à Basseya quand même. Prête pour le Noël copte, pour célébrer le Noël copte le 7 janvier. Oui. L'église endommagée a été restaurée au total avant les fêtes. Oui. C'était le même message, je dirais. Oui, oui, non. Et puis, il faut dire, à ce niveau-là, il y a eu bien sûr l'église de Saint-Pierre, oui. Proche de l'enceinte de la grande cathédrale du Caire, orthodoxe, et qui a été restaurée très rapidement. Oui. Mais je dois souligner le fait qu'il y a énormément d'églises. J'ai personnellement des amis et des parents dans la région de Ménia, dont les églises avaient été très touchées au moment des incidents donc, oui. Qui ont suivi le 30 juin 2013. Et ils me disent, c'est super. Il y a une quarantaine d'églises dans la région de Ménia qui ont été entièrement restaurées et peut-être même améliorées, qu'elles sont encore plus belles qu'avant, donc, et ce par le génie civil de l'armée égyptienne. Donc, il faut saluer aussi une promesse tenue, oui. Une promesse tenue de la part du président. Alors, on va parler d'une autre partie qu'on voulait s'y intéresser, c'est les dernières découvertes archéologiques en Haute-Égypte et plus particulièrement à Assouan. Pouvez-vous nous en parler justement? Oui, alors en fait,
C'est dans le gouvernorat d'Assouan. D'accord. Et ça concerne particulièrement un site entre Edfou et Komombo. Déjà, Edfou dépend du gouvernorat d'Assouan, Komombo encore plus, puisqu'elle n'est qu'à 35 km d'Assouan. Et le site de Djebel, Djebel veut dire falaise ou montagne, Selsela, qui veut dire la chaîne, et on va revenir tout de suite sur le nom du site. C'est sur le site de Djebel Selsela, donc, qu'a été effectuée cette dernière découverte la semaine dernière par une mission archéologique suédoise, dirigée par le docteur Maria Nelson. Donc, alors, d'abord, Djebel, parce qu'il y a une falaise, bien sûr. Et Selsela, alors il faut dire, Selsela veut dire chaîne, d'accord. Et on a tout le temps supposé, d'abord il faut savoir qu'à cet emplacement, le Nil est très étroit. C'est un des endroits d'Égypte où les deux rives du Nil sont le plus proches possible. Et la tradition veut qu'il y avait une chaîne qui avait été, une chaîne en fer ou en métal. Un pont alors? Pardon? Un pont? Non, non, pas un pont. Non, tout simplement une chaîne entre les deux rives. Une chaîne, voilà, pour réguler la navigation des bateaux du nord vers le sud et vice-versa. D'accord. Ce qui a donné son nom au site de Djebel Selsela. Voilà. Le site correspond à quoi? Aux plus importantes carrières de grès, le sandstone, d'accord, d'Égypte. D'accord. Alors, il faut savoir que les Égyptiens anciens, pour leur construction colossale, ont toujours utilisé la pierre. Mais ils ont toujours utilisé la qualité de pierre qui était proche des sites de construction. C'est-à-dire, par exemple, dans la région du Caire actuelle, d'accord, qui correspond à l'antique Memphis, qui était la capitale de l'époque de l'Ancien Empire, de l'Égypte ancienne, toutes les constructions, toutes les pyramides notamment, seront en calcaire. Pourquoi? Parce que c'était le matériau le plus disponible à proximité. Et le plus important site d'extraction de calcaire, par exemple, de cette région, ce sont les carrières de Tola. D'accord? Et comme le calcaire était le plus disponible dans cette région, en Haute-Égypte, ça a toujours été le grès. C'est pour ça que tous les temples de Haute-Égypte, que ce soit depuis Dendera, à 60 km au nord de Luxor, Karnak, Luxor, Esna, Edfou, Komombo, Philae, tous les grands temples de la Haute-Égypte ont tous été construits en grès. Et les plus importantes carrières de grès, donc, furent de tout temps celles de Selsela. Il y eut d'autres points d'extraction, bien sûr, mais ce sont les plus importantes. Donc c'est ça l'importance primordiale du site. Alors, bien sûr, du fait que c'était des carrières très importantes, et imaginez-vous, peut-être particulièrement à une époque comme le Nouvel Empire, de 1580 à 1100 environ avant Jésus-Christ, 5 siècles environ, où les constructions se perpétuaient partout en Haute-Égypte. Alors, bien sûr, le travail dans les carrières, c'était une fourmilière. Donc, il y avait, bien sûr, obligatoirement à l'époque, une communauté d'ouvriers pour extraire les pierres, et ensuite, en plus, le site donne directement sur le Nil. Les bateaux venaient charger ces blocs de pierre et les acheminer vers les chantiers. D'accord? Alors, il y a eu un roi, Horemheb, dernier roi de la 18e dynastie, qui a construit une petite chapelle. Parce qu'il a souhaité que les ouvriers du site aient un lieu de culte. Il a construit une petite chapelle, et c'est cette petite chapelle, plus les traces de découpe de grès sur ce site, qui ont constitué jusqu'à présent l'intérêt à sa visite. D'accord? Aujourd'hui, vient se rajouter la découverte effectuée par cette mission archéologique suédoise, qui a découvert une douzaine de tombes privées. D'accord? Une douzaine de tombes privées. Pas royaux, mais privées de hauts dignitaires, soi-disant. Oui, alors, par la qualité du site de Djebel Selsela, ce furent sûrement des tombes pour les responsables du chantier des carrières. Ah, okay. Pourquoi? Parce qu'il faut juste en 2 minutes faire la distinction au niveau des tombes en Égypte ancienne. Il y a la tombe royale, d'accord, qui a de tout temps existé, et qui a de tout temps été consacrée à la seule personne du roi. Il n'y avait que le roi. Oui. Même les membres proches de sa famille, sa femme ou ses enfants, pouvaient être enterrés juste à côté de sa pyramide, mais jamais dans la même chambre funéraire. Donc la tombe royale a toujours été exclusivement consacrée à une seule personne, celle du roi ou du pharaon. Par contre, il y a eu alors une catégorie de personnes qu'on appelle entre guillemets les nobles ou les dignitaires, comme vous dites,
qui ont eu droit à avoir des tombes privées. Alors, il faut savoir que ce n'était pas accordé à n'importe qui en Égypte ancienne. Il fallait réaliser 2 conditions pour pouvoir posséder en Égypte ancienne une tombe privée. Il fallait avoir l'autorisation personnelle du roi. Donc il fallait être quelqu'un de proche ou dans l'entourage du roi pour pouvoir en obtenir l'autorisation. Donc il fallait accéder à une fonction relativement importante. C'était la première et la plus importante des conditions d'obtenir la permission du roi d'avoir sa tombe. Et deuxièmement, deuxième chose, d'avoir les moyens après de financer les travaux de la tombe. C'est pour ça que les tombes privées, comme on les appelle en Égypte ancienne, furent de tout temps réservées aux membres de la haute catégorie de la société égyptienne. C'est pour ça que cette découverte, aujourd'hui, nous disons qu'elle correspond sûrement à des responsables du chantier des carrières de Jabal Selcela. Et ces tombes privées, alors, contrairement aux tombes royales, pouvaient être des tombes familiales, où pouvaient être enterrés plusieurs membres d'une même famille, donc même des générations et des générations après, à condition qu'on soit des descendants du fondateur de eux, on pouvait s'y faire enterrés, ce qui est le cas pour ces tombes de Jabal Selcela découvertes récemment, et qui apparemment remontent à l'époque du Nouvel Empire. Particulièrement, l'équipe suédoise a retrouvé la trace des cartouches de Thoutmôsis III et d'Amenophis II, donc tous les 2 rois de la 18e dynastie, donc du Nouvel Empire. Donc, pas beaucoup de décoration, ou presque pas de décoration. Et ils ont retrouvé des ossements humains, d'accord, et des ossements animaux également. Des momies ou tout simplement des ossements? Non, des ossements. Ah, okay. Pas de momies. Pour l'instant, ils n'ont pas... Alors, simplement, ils ont retrouvé quelques squelettes, d'accord. Alors, il y avait des squelettes tout purs, oui. Et il y avait des squelettes qui portaient des traces enveloppées par des tissus en lin, d'accord. Pas momifiés, mais tout pas simplement... Momifiés. Pas momifiés, non. Non, oui. non. Pour l'instant, il n'y a pas de traces de momification. Alors, bien sûr, ils ont retrouvé par ailleurs des sarcophages en pierre et en bois, mais vides, qui éventuellement ont pu accueillir des momies. Sauf que ce site et ces tombes, comme malheureusement la majorité des sites d'Égypte, avaient sûrement été volés et pillés depuis l'Antiquité. Vous allez me dire, mais quel intérêt? Bon, il y avait le mobilier funéraire, il pouvait y avoir des bijoux, des objets, etc., qui étaient bien sûr intéressants pour les voleurs et les pilleurs de tombes, mais vous allez me dire, mais la momie, c'est un corps, quel intérêt? Non, il y avait un intérêt. Parce que pour la dernière séquence de la momification, qui constituait à envelopper le corps, une fois momifié, par des bandelettes en lin, et on accrochait, au fur et à mesure, à ces bandelettes en lin, des petits bijoux qu'on appelle les amulettes de protection. Ça pouvait être des petits bijoux en feuilles d'or, en pierres semi-précieuses, et qui étaient taillés à l'aspect des divinités qui étaient censées protéger le défunt dans l'au-delà. Ce qui augmente la valeur de la momie. Voilà. Alors, les voleurs ou les pilleurs, quand ils s'introduisaient dans les tombes, ils n'avaient qu'une hâte, c'est d'en sortir avec leur butin. Donc, ils n'allaient pas s'embarrasser, ils allaient embarquer la momie tout entière, et puis après, tranquillement, défaire les bandelettes en lin, récupérer les amulettes de protection, et ensuite, le corps lui-même, ils allaient le balancer n'importe où. Et de ce fait, énormément de momies royales et privées ont été ainsi perdues. Ça, c'était caractéristique au Nouvel Empire, cette affaire de bijoux dans les... Non, ça a toujours existé. Depuis le début de la momification, depuis que la momification a existé en Égypte, et nous supposons que la momification, dans le sens où nous l'entendons, apparaît vers la 4e, 5e dynastie, il y avait eu avant, pendant les premières dynasties, des essais de protection du corps, d'une certaine manière, mais de momification telle que nous l'entendons aujourd'hui, on ne peut pas en parler au mieux et encore avant la 4e ou 5e dynastie. Et dès qu'elle apparaît, il y a eu cette tradition d'accrocher les bandelettes, les amulettes de protection aux bandelettes en lin au fur et à mesure qu'on en enveloppait le corps du défunt. Malheureusement, notre temps vient à terme. Merci à vous, Maguette Gobelone, d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir de connaître cette partie de l'histoire antique, de notre histoire, bien évidemment, et surtout concernant ces nouvelles découvertes archéologiques. Merci à vous. Bonne fête encore une fois. Merci, merci. Merci à vous. Et merci d'avoir accueilli encore une fois. C'est un plaisir le nôtre. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et nous vous donnons rendez-vous demain avec une nouvelle édition de notre Bonjour l'Égypte. À demain.